Échos. Dans la première partie, Dr Arthur Bangaï, il est historien, analyste politique. Dr Eddy Guipier, il est politiste, enseignant à l'université Pélé-Forogon de Korogo. Alafé Wakili, il est journaliste, directeur général de l'Intelligent d'Abidjan. Aristide Nkenda, journaliste, éditorialiste, directeur de publication du magazine Great Africa, les As du continent. André Silver-Conan, il est journaliste fondateur de Ivoire Hebdo. Élisée Boloube, il est journaliste, éditorialiste, directeur de publication du magazine Destination Côte d'Ivoire. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Ali. Bonsoir, Ali. Les fake news ont à nouveau eu des conséquences désastreuses en Côte d'Ivoire. Une personne est morte et plusieurs autres blessées dans des violences visant la communauté nigérienne. Ces violences ont éclaté après la diffusion de fake news sur les réseaux sociaux, l'occasion pour les acteurs de la société civile de remettre sur la table l'épineuse question de la gestion des fausses informations. Un sujet de Salif Yaleko et Mathurin Badé, on en parle juste après. Mercredi dernier, plusieurs quartiers de la capitale économique étaient en ébullition. Pour cause, cette image qualifiée de fake news, abondamment véhiculée à travers les réseaux sociaux, qui présenterait des Ivoiriens maltraités au Niger. Un prétexte pour plusieurs jeunes de s'en prendre à des Nigériens. Un communiqué du procureur de la République établit un bilan d'un mort, plusieurs blessés graves, des véhicules caillassés et calcinés, des commerces pillés et incendiés, ainsi que de nombreux dégâts matériels dans plusieurs communes du district autonome d'Abidjan. Une situation que décrit plusieurs organisations de la société civile, notamment la plateforme Internews, qui a lancé une vaste campagne de sensibilisation contre les discours de haine et fake news. C'est regrettable, c'est triste, mais ça justifie notre action. Les gens se sont mal comportés, ils sont allés loin, trop loin, parce qu'ils n'ont pas eu l'information qu'on peut vérifier, tout ce qu'on voit sur Internet, qu'il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, que ce n'est pas parole d'évangile. Carton Rouge s'inscrit dans un grand cadre, qui est le programme Transition et Inclusion Politique en Côte d'Ivoire, qui est financé par USAID et qui est mis en œuvre en Côte d'Ivoire par le NDI, Internews, et une coalition d'organisations de la société civile. Et dans le cadre de ce programme, nous avons une activité qui concerne l'observation des discours de haine en ligne. Elle est mise en œuvre depuis septembre 2020. À ce jour, on va dire qu'il y a 3474 discours de haine qui ont été observés. On est parti du constat que nous sommes tous utilisateurs des réseaux sociaux. Et qu'on le veuille ou non, nous sommes confrontés aux réalités qu'il y a sur les réseaux sociaux, dont les discours de haine qui bien souvent découlent de la désinformation. Cette spécialiste en appelle à plus de responsabilité de la part de la jeunesse, afin qu'elle utilise les réseaux sociaux à bon escient. Les réseaux sociaux sont une belle opportunité de faire des rencontres, de se cultiver, de tisser des liens qui pourront nous aider à devenir meilleurs. Il y a également certains qui nous ont dit qu'on peut se servir des réseaux sociaux pour faire du commerce, donc pour faire des choses positives. On a cette chance-là, cette génération, d'avoir Internet. Internet qui brise toutes les barrières, il n'y a plus de frontières. Donc, attelons-nous à voir le côté positif d'Internet, à le développer. La dame à l'origine de la vidéo, qui indexait la communauté nigérienne, a été interpellée, selon la police ivoirienne, pour incitation au trouble et appel au meurtre. Monsieur, la blogosphère, les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire de façon générale, est-elle en train de devenir la fake news land, pour ainsi dire, la terre où prospèrent toutes les fake news, Arthur? Bon, dommage, c'est pas singulièrement la Côte d'Ivoire. Hein. Quand vous allez regarder l'étude des rumeurs, l'étude de cela, surtout par rapport au phénomène qu'on a aujourd'hui, par rapport à la Covid, vous allez voir qu'au Mexique, il y a des gens qui sont allés sortir leurs malades de certains hôpitaux. C'est un phénomène mondial. Mais on va s'intéresser à ce qui se passe dans notre pays. Parce que justement, là, on a atteint quand même quelque chose de grave, parce qu'on a eu un mort, des blessés, et on a eu à fragiliser la réputation de notre pays, qui est pourtant la terre de l'hospitalité. C'est-à-dire que ces fake news deviennent aujourd'hui un véritable problème, et depuis bien longtemps. Et ça nous emmène tous à réfléchir à plusieurs solutions, notamment à l'éducation, à l'information, dans les écoles, dans les lycées, dans les universités, aussi à
à combattre ces discours de haine et puis à faire comprendre la nécessité du vivre ensemble, un vivre ensemble qui est fondamental pour la constitution de notre nation. Et malheureusement, les événements de cette semaine ont vraiment démontré la dangerosité de ces fake news et ils ont été révélateurs aussi, quelque part, de certaines crises, je ne dirais pas crises, de certains problèmes qui existent encore, de certaines incompréhensions, notamment quant à la place de notre pays dans la sous-région, quant à son rôle de leader de l'UEMOA, quant à son rôle de pays d'hospitalité. Voilà. On ne s'attendait pas à un tel drame en Côte d'Ivoire. On ne pouvait pas imaginer que cela pouvait arriver, Aristide. Oui, Ali, j'ai toujours dit sur ce plateau qu'il y a une légitimation de la légitimité de prise de la parole publique. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que tout le monde, je l'ai dit la dernière fois, lorsqu'un leader d'opinion, lorsqu'un journaliste se trompe, lorsqu'un médecin se trompe, il tue un patient. Mais lorsqu'un leader d'opinion, un journaliste, se trompe, il tue tout un peuple. Vous avez donc vu, tout à l'heure dans l'élément qui est passé, la dame parlait de la responsabilité de la jeunesse. Mais la responsabilité de la jeunesse, parce qu'on parle maintenant des réseaux sociaux. Mais avant cela, ceux qui sont chargés de traiter l'information, c'est quelque chose d'important, la responsabilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la dame dit qu'il n'y a plus de frontières, il y a les réseaux sociaux, mais il faut qu'on comprenne bien que ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on a l'information. Il y a des canaux traditionnels qui traitent l'information. Donc, il faut qu'on apprenne, et je crois qu'avec Arthur, et je crois avec Andesfe Konan, on a l'habitude de dire, et même Assez Alafé Wakili le dit tout le temps, il faut former les masses. Il faut expliquer aux gens que ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on a l'information. Pendant la semaine de la liberté de la presse, j'ai participé à une émission sur notre chaîne où justement, mon interlocuteur disait que les réseaux sociaux sont devenus importants parce qu'on y trouve, on révèle l'information. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est qu'avant, le journaliste avait une source. Il pouvait recouper l'information avant de diffuser son information. Il traitait l'information. Mais aujourd'hui, dans l'instantanéité d'Internet, cette source est publique. Et généralement, ça peut être une information fausse. Donc, vous avez bien vu les conséquences de cette information qui est relayée par quelqu'un qui n'est pas responsable dans sa prise de la parole publique. Et parce que cette personne ne sait pas. Et c'est pour ça que les autorités judiciaires doivent sanctionner, c'est ce qu'ils ont fait, pour que cette personne comprenne que lorsqu'on prend la parole en public, il faut un maximum d'ailleurs de responsabilité. Justement, messieurs les journalistes, est-ce que cette situation n'a pas révélé, n'a pas relevé un manque de spontanéité aussi des médias qui, eux, ont le savoir-faire pour le traitement de l'information? Comment n'être pas arrivé à désamorcer cette bombe tout de suite, Alafé Wakili? Il y a eu de la réactivité, mais sur le champ, des journalistes à titre personnel ou un média comme la RTI ont essayé de faire un check news rapidement, pour indiquer que l'information n'était pas exacte. Mais selon moi, ce problème n'est pas seulement une affaire de fake news. Imaginons... Vous allez plus loin? Je vais plus loin. Imaginons que les faits aient été exacts. Que ce soit une true news ou des news exacts. Des faits avérés? Des faits avérés. Est-ce une raison légitime pour agir comme certains ont agi? Non. Supposons. Là, on dénonce des fake news, mais en réalité, ce n'est pas un problème de fake news, c'est un problème de comportement citoyen et civique. Imaginons effectivement des Ivoiriens ont été maltraités dans un pays tiers. Est-ce une raison de se faire violence, d'aller tuer d'autres citoyens de ces pays qui n'ont rien à y voir, d'aller tout détruire? Ça pose en même temps le problème de la liberté d'expression. Dans le cas d'espèce, que fait-on? On manifeste devant l'ambassade du pays concerné. On peut même aller devant les citoyens de ce pays pour manifester un mécontentement. On n'est pas d'accord, vous avez brimé nos concitoyens, nos compatriotes chez vous, et puis on s'arrête là. Quelle idée d'aller faire de la violence, quelle idée d'aller tuer des gens. Ce n'est pas simplement un problème de fake news, il faut aller au-delà pour que la prochaine fois, si même il y a des faits avérés, que des Ivoiriens sont brimés hors de la Côte d'Ivoire, on n'est pas une raison légitime d'aller agir tel que cela s'est déroulé. Donc, pour moi, ce n'est pas simplement une question de fake news, c'est une question de responsabilité citoyenne et d'éducation civique. Je veux profiter pour dire, la vidéo, quand on la voit, on l'a localisée, je profite aussi pour aller au-delà parce qu'il faut poser tous les problèmes. Bien sûr.
bien sûr, c'était des terroristes, mais est-ce aussi une raison légitime de les traiter ainsi? On n'a pas souvent dit cela dans les débats qui ont eu lieu. S'il y a eu cette révolte, je pense que les Ivoiriens même qui s'en sont pris aux Nigériens, c'était pas mauvais de s'en prendre au fait que des êtres humains soient ainsi traités, parce que en se révoltant contre des exactions contre des Ivoiriens, c'est peut-être une révolte légitime contre des exactions contre des êtres humains. Parce que pour eux, si c'est contre des Ivoiriens, c'est injuste, ils sont révoltés. Mais au-delà, leur attitude est aussi humaine, parce que c'est une révolte contre des exactions qu'on fait subir à des êtres humains, fut-il des terroristes. Donc je voulais porter la réflexion à ce niveau pour dire qu'elle va au-delà d'une question de fake news. Bien sûr. André Silver-Conan, vous partagez ce point de vue? Oui, pas tout à fait, mais un peu quand même. Mais j'aimerais relever le fait que il y a les fake news, c'est un fait. Mais il y a plus profond que cela. Quoi? Dites-nous. Première chose, le sentiment d'impunité. Le sentiment d'impunité. Quand vous voyez la dame Fofana Nawa, dite succès, qui a eu un bien triste succès pendant cette semaine, quand vous prenez donc sa vidéo, une vidéo qui est live, en direct, dans un endroit, dans un marché, vous sentez donc tout de suite le sentiment d'impunité, le sentiment qu'il n'y aura rien. Donc, la question de la responsabilité. Première chose. La deuxième chose, c'est, vous savez, quand l'étranger devient une sorte de souffre-douleur, prêtez-moi le mot en religion, comment... bon. Hérétique. Non, bon, bref, je trouverai. Alors, quand l'étranger devient donc la cible, très souvent, c'est la conséquence de quelque chose. Voilà. Parce qu'il faut bien regarder la cartographie des violences. On a quand même des quartiers symboliques à Bobo, à Djamé, à Nyama, Daloa, Angré, Yopougon. Et l'épicentre des violences, c'est quand même à Bobo. Fief du RHDP, un parti politique qui prône la lutte contre la xénophobie. C'est très important de noter cette cartographie. Où voulez-vous en venir? Je vais en venir. Ce que je vais démontrer, c'est dans la deuxième partie, la physionomie justement des violences, c'est-à-dire les acteurs de la violence. Vous prenez celle qui est donc le symbole donc, de cette affaire, là, la cyberactiviste, proche du RHDP, Fofana Nawa, dite succès. En général, les histoires de xénophobie sont imputées à une catégorie de sympathisants militants politiques, à savoir le PDCI et son ivoirité, le FPI et sa néo-ivoirité. Mais cette fois-ci, on a donc... moi, j'ai vu des activistes proches du RHDP se réjouir justement de cette action. Cela veut dire que c'est plus profond que cela et ça cache bien de choses. Qu'est-ce que c'est? On peut aller fouiller, par exemple, dans ces histoires de délestage. Est-ce que vous avez l'impression que la cyberactiviste proche du RHDP, dites-vous, engage le RHDP finalement? Non, point du tout. D'accord. Point du tout. C'est pourquoi je dis proche du RHDP. Mais il ne demeure pas moins que c'est proche du RHDP. Il ne demeure pas moins que Abobo a été l'épicentre de cette violence. Ce qu'on n'aurait pas imaginé du tout, en tout cas en ce qui concerne une chasse aux étrangers. Vous voyez? Et donc, pour moi, il faut... ce qui est arrivé est condamnable. Mais il ne faut pas s'y méprendre. Le gouvernement doit prendre ce message en griffe très au sérieux. Vraiment très au sérieux. Parce que pour qu'on arrive à ce que cette forme de fake news, je dis un fait banal, arrive à cette déflagration, il y a des colères qui sont peut-être étouffées. D'accord. Docteur Eddy Briz, vous partagez le développement d'André Silver-Conan? On va dire en partie. En partie, ce qu'on peut relever, c'est le fait qu'il y a une sorte de colère sourde qui gronde,
qui a été amplifiée par les réseaux sociaux, par leur caractère volatile. Quelles sont les causes, selon vous, de cette colère qui couvre depuis, comme vous le dites? Moi, j'en avais parlé sur mon mur Facebook dans une sorte d'humour noir en se disant, mais ils ont attaqué ces personnes-là parce qu'ils ont soif, par exemple. Parce que quelques jours avant, vous avez vu qu'il y avait des vidéos de personnes, d'Abobo en particulier, qui revendiquaient parce qu'elles manquaient d'eau, ces personnes-là. Donc, je pense qu'en tout cas, je partage l'analyse de André Silver-Conance en disant qu'il y a des colères qui sont tues, il y a une grogne qui est tue. Bien sûr, le sujet d'aujourd'hui en parle, parler d'électricité, de délestage qui sont difficilement supportables, qui sont... à Abidjan, on ne le sent pas trop, mais à l'intérieur du pays, par exemple, en saison sèche, manquer d'eau et d'électricité, c'est quand même effroyable. Donc il y a tous ces ressentiments-là qui sont animés. Les réseaux sociaux servent de support. Voilà, les réseaux sociaux, je ne suis pas trop d'accord lorsque Aristide a dit qu'on ne peut pas avoir l'info sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On peut avoir l'info et la bonne info sur les réseaux sociaux. Il y a un problème aussi de légitimité quant aux médias classiques. Voilà, quant aux médias classiques qui, eux, heureusement, la RTI a fait un fact-checking rapidement et puis ils ont communiqué. J'ai fait une vidéo en direct. Voilà. Mais en même temps, vous avez vu, il y a une sorte de, comment dirais-je, de déconnexion de l'actualité de la RTI. Enfin, pas accabler le média d'État, mais on peut quand même passer une note, une bande rouge, une bande déroulante pour prévenir les gens, etc. Donc les gens, en fait, vont s'informer sur les réseaux sociaux parce qu'ils estiment que là-bas, l'info, elle n'est pas couvée, elle n'est pas protégée, etc., etc. Donc ils estiment que la spontanéité des réseaux sociaux sont un gage, on va dire, de véracité. Voilà. Donc les médias, tous, ont intérêt à communiquer assez rapidement pour pouvoir endiguer ce genre de problème-là. Bien sûr. Alors, entre autres observateurs, il y en a aussi qui veulent voir derrière ce phénomène qui s'est produit à Bobo, de la manipulation. Élisée Bolobo, c'est votre avis? Moi, je le disais quelque part il n'y a pas longtemps, je reste persuadé et convaincu, ça peut-être d'autres pourront me le contester, mais je reste persuadé qu'il y a de la manipulation dans tout ce qui s'est fait. Moi, je reste persuadé, comme je le disais, les fake news, c'est quoi au juste? Les fake news, c'est les informations données dans le but de manipuler, c'est ce que ça veut dire juste. Quand on regarde ces images, aujourd'hui, nous sommes à même de dire que c'est une fake news, parce qu'on a fact-checké, et ça a été prouvé par A plus B, que non seulement ce n'est pas des Ivoiriens, en plus, ce n'est même pas au Niger que ça a eu lieu. Donc, c'est une fake news. Mais quelles sont les raisons qui ont motivé les propagateurs de cette vidéo? C'est justement parce qu'elles voulaient manipuler. C'est ce que ça veut dire, c'est juste ça. Maintenant, pour revenir à la question que tu avais posée tout à l'heure en termes de responsabilité des médias, la réactivité des médias, moi, je voudrais dire, il ne faut pas qu'on se voile la face. C'est vrai que moi, je suis dans les médias, mais je pense que cette vidéo-là, on aurait pu éviter qu'elle ait ses conséquences si les médias s'étaient saisis de ça plus tôt. Parce que la vidéo, à ce qu'il y ait l'incident, et la première fois qu'elle a commencé à circuler, ça circulait pendant au moins 5 à 6 jours, pratiquement une semaine avant qu'on arrive à ces dérives-là. Et là, je pense qu'à ce moment-là, déjà, on aurait pu anticiper, commençant déjà à fact-checker et utiliser tous les canaux dont on disposait pour pouvoir montrer effectivement que c'est de la manipulation et qu'il n'y avait rien de vrai dans cette vidéo. Aussi bien les médias que les autorités. Parce que là, aujourd'hui, nous avons une police, nous avons des services qui sont habilités à tracer, qui ont la possibilité de tracer tous ces vidéos et autres, tout ça. Donc, ils auraient pu aussi faire le travail. Parce que je pense que si moi, je l'ai vu une semaine avant qu'il y ait tous ces dérives qu'on a eues, c'est que certainement, ils ont dû l'avoir aussi forcément avant ça. Au-delà de ça aussi, il y a les populations. Comme je le dis toujours, on ne peut pas les dédouaner. Vous savez ce qu'on a vu là, c'est symptomatique de ce que c'est que la jeunesse aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La grande majorité de la jeunesse, quand on voit sur ces images, on voit un peu ceux qui ont fait toutes ces casses, ceux qui étaient... C'est des gens qui, des années 2000. Regarde, on les voit là, c'est des années 2000 là maintenant, c'est des adolescents, c'est pratiquement des gens dans la vingtaine et autres, tout ça, qui n'ont connu que depuis qu'ils sont là, la violence que la scène politique leur a présentée jusque-là. Donc c'est symptomatique. Et aujourd'hui, il est du ressort de toute la population de prendre ses responsabilités pour qu'on ne se retrouve plus dans ce genre de situation à travers l'éducation. Et je le répète chaque jour, je ne cesserai jamais de le dire. Tant qu'on ne prendra pas notre bâton de pèlerin pour éduquer nos populations, on sera toujours face à ce genre de situation. Parce qu'il y a certaines personnes qui forcément n'ont pas l'aptitude que moi je peux avoir, ou le recul que je peux avoir face à une telle situation. Pas parce qu'elles
elles ne sont pas forcément lettrées ou parce qu'elles ne comprennent pas beaucoup. Mais il y a l'émotion, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Voilà pourquoi il est important que nos autorités puissent très vite monter au créneau quand on est en face à de telles situations. Mais vous estimez que la réaction, notamment du gouvernement, n'a pas été prompte? Je pense qu'elle a été prompte, mais elle n'a pas évité les conséquences, c'est ce que je veux dire. Alors qu'à mon sens, je pense qu'on aurait pu anticiper. Parce que comme je le dis, la vidéo a circulé quelques jours avant qu'on arrive à toutes ces violences. La vidéo a circulé quelques jours avant et on a eu le temps de le voir. Moi, je voudrais terminer pour dire que la question des fake news est une réalité. Ça ne sert à rien de vouloir dénier cela. Et aujourd'hui, plus que jamais, autant Aristide le disait, un médecin, par un mauvais diagnostic ou bien par un mauvais traitement, peut tuer un médecin. Mais une fausse information peut tuer tout un peuple. C'est la réalité. Aujourd'hui, on le voit. Heureusement que peut-être pour nous, les conséquences, bien qu'elles aient été graves, n'ont pas été plus graves que ce que peut-être certainement les manipulateurs avaient prévu. Mais là, ça attire l'attention des uns et des autres sur la nécessité de vraiment faire très attention et de prendre le taureau par les cornes. D'accord. Arthur? Je pense que dès ma prise de parole, j'ai été bref, mais je lui ai dit, c'est révélateur de choses qui vont au-delà des fake news. Ça, je lui ai dit. Mais permettez-moi déjà de dire rapidement que les autorités ont réagi. Dès le même jour, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée, Wagner Diomandé, a fait une communication au journal télévisé. Nos autorités, en termes de diplomatie, sont entrées en contact avec les autorités nigériennes. En termes d'enquête, les enquêtes évoluent très vite. Alors, est-ce que vous êtes en train de faire le point de la communication gouvernementale post-événement? J'ai bien l'impression que les intervenants touchent du doigt l'anticipation, justement, qui n'a pas été... Je veux dire, l'anticipation, c'est facile à dire quand on n'a pas bien ou on a bien anticipé sur une vidéo. Moi, je ne l'ai jamais vue, cette vidéo, à part le mercredi, soit après même les événements. Donc, chacun a ses réseaux ou pas. Maintenant, pour revenir à la question que ça pose, je l'avais dit, c'est révélateur des fake news, mais au-delà. Première chose, arrêtons de l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est aussi marquée de certains événements. Souvenons-nous du Assec Kotoko. C'était dans le même esprit. Souvenons-nous, je le dis toujours, la première loi au temps du parti unique qu'Houphouët-Boigny propose à l'Assemblée nationale qui est rejetée, c'est une loi qui suit la double nationalité. Souvenez-vous, les premiers événements des années 60 autour de Dahomey, on a toujours eu ça, des événements autour de la question. C'est pas je dis, c'est révélateur de certaines questions. Et donc, c'est déjà assez présent. Pourquoi c'est présent? Parce que, on l'a dit la dernière fois, la question des étrangers sur la question politique n'a pas été toujours abordée avec sérénité. Deuxième chose, plus il y a crise, plus il y a difficulté économique, et ça dans tous les pays du monde, ce qu'on voit, c'est des jeunes, comme Élisée l'a dit, mais qui sont à 16 heures, c'est-à-dire en heure de cours, qui sont dehors. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à l'école, ils ne sont pas au boulot. Donc il y a quelque chose à faire sur le plan social pour essayer de réduire la chose. Troisième chose sur laquelle je veux dire, on n'est pas encore arrivé, malheureusement, la CEDEAO et les États ne sont pas encore arrivés à intégrer leur vision à leur population. Je vais vous donner un exemple tout bête. Allez dans n'importe quel aéroport européen. Vous allez avoir passagers Union européenne, passagers haute nationalité. Prenez n'importe quel aéroport de la CEDEAO. Vous allez voir passagers nationaux, passagers haute nationalité. On n'a pas encore créé ça. Vous allez voir, la CEDEAO dit aujourd'hui qu'elle a dit CEDEAO des peuples. Mais comment? Elle veut être une CEDEAO de la citoyenneté. Mais comment? Il faut qu'on dise la vérité, il faut qu'on dise à nos ressortissants que nous sommes dans un mécanisme d'intégration qui, de toute façon, aujourd'hui, il faut dire à la jeunesse ivoirienne clairement, vous serez concurrencés sur votre espace et vous devez avoir les capacités d'aller concurrencer dans les autres espaces. Parce que, Ali, si jamais vous devez recruter ici à NCI, vous allez le mettre sur votre site. Mais votre site, tout le monde le lit. Même en Chine. Vous n'allez pas recruter quelqu'un parce qu'il habite à Abidjan. Vous allez recruter si sa connaissance, si c'est par exemple pour être chroniqueur, si sa connaissance. Et donc, il faut qu'on explique ça à nos jeunes pour qu'ils soient compétents pour pouvoir faire face à la concurrence qui sera de plus en plus rude sur notre marché. C'est la mondialisation. Donc, voici pour moi ce qui peut être révélateur. Les problèmes, ce n'est pas nouveau, mais on a des problèmes économiques, sociaux auxquels on doit apporter des solutions. Voilà. Et être plus responsable en discutant de la question des étrangers. Et enfin, pour terminer, je vais terminer rapidement sur la question réseaux sociaux presse. Je pense que la presse fait un effort pour s'adapter
aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, tous les grands groupes de presse, y compris MCI, ont une page Facebook, des comptes Twitter, mais entre vérifier et répondre, et celui qui se lève et qui transmet directement, il y a toujours une différence qui peut être faite. Voilà ce que je pouvais rajouter à mon commentaire. André Silver? Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Je rebondis sur ce qu'il a dit. Les journalistes ont beaucoup plus de responsabilités que les avatars et autres activistes. Le journaliste a une sacro-sainte méthode qui est le traitement de l'information. Aussi simple que cela. Et le traitement de l'information prend du temps. Moi, je n'ai pas vu cette vidéo circuler. Je n'ai vu circuler que le jour des violences. Voilà. Et encore que c'est quand j'ai vu la vidéo de la dame qui parlait en audio en langue locale, c'est à ce moment que, en cherchant à checker, justement, je suis tombé sur la vidéo qui a motivé, justement. Et c'est comme ça qu'on a commencé à fact-checker. Pour dire que le journaliste ne voit pas forcément tout passer. Mais à titre personnel, j'ai estimé que les médias de service public devraient aller un peu plus loin. Voilà. Ça, c'est à titre personnel. À titre personnel, j'ai fait une vidéo live pour dire non, c'est faux, ce n'est pas au Niger, ça ne concerne pas les Nigériens. Et dans tous les cas, même si c'était le cas, elle a fait la relever, ce n'est pas votre droit de le faire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le fait que l'État régalien souvent ne fait pas peur. C'est ce que j'appelle le sentiment d'impunité. C'est vrai qu'il y a eu cette réaction. Moi, j'ai vu le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a été vraiment au cœur de la réaction, de riposte. Le général Vagando était au devant des actions. Mais l'État régalien lui-même commence à ne pas faire peur à de nombreux Ivoiriens. Voilà. Non, je suis en train de parler de façon générale. Je ne parle pas de cet événement ou truc. Parce que quand vous avez une peur, on va dire, en griffe, de ce qui pourrait vous arriver en cas de dérive, vous avez plus de responsabilités. Donc ce sentiment d'impunité résulte justement de ce que la justice ne rassure pas tout à fait. Quoique je salue vraiment la réaction prompte de la justice qui a jugé et condamné. Mais il y a aussi ce système de construction des valeurs. Et je le dis de façon constante. Quand vous écoutez les gens qui incitaient donc à ce qu'on s'en prenne aux Nigériens, mais une personne qui dit « Moi, je n'ai pas vu la vidéo, mais je vous assure qu'il s'agit de... » Et puis, voyez, la construction des valeurs. Et je le dis de façon constante, y compris sur ce plateau, construction des ponts, mais construction aussi des valeurs. Et dernière chose... Rapidement. Oui, dernière chose, je pense que, je l'ai dit au début, il est important que les dirigeants perçoivent ce message. Il est vraiment important que les dirigeants comprennent qu'il y a une nécessité de la répartition des fruits de la croissance. C'est vraiment important. Vous pensez que tout ce qui se passe est lié à... C'est un peu des émeutes, si vous voulez, de la faim. D'accord, de la pauvreté. Voilà. Oui, comme il a dit de la soif. Très bien, lui il a dit la soif, vous dites la faim, d'accord. Voilà. Aristide voulait réagir par rapport à ce que disait tout à l'heure docteur Eddy Guipier. Oui, docteur Eddy, il a repris de façon partielle ce que j'ai dit. Je ne dis pas qu'on ne trouve pas d'infos sur les réseaux sociaux. Parce que justement, sur les réseaux sociaux, André Silver Conan vient de le dire, il y a des journaux même qui sont sur les réseaux sociaux. La preuve, l'émission que nous sommes en train de faire est retransmise sur les réseaux sociaux. Il faut expliquer aux populations que lorsqu'on voit une information, ce n'est pas là-bas qu'on va chercher l'info. Quand on voit une info, je dois expliquer que à l'époque, quand un journaliste, il n'y avait pas les réseaux sociaux, quand un journaliste avait une source, il cherchait à recouper l'information pour donner l'information. Et je crois qu'André Silver qu'on a expliqué le process de traitement de l'information. On collecte, on hiérarchise, on traite,
et on diffuse par des canaux. Donc, quand vous allez sur les réseaux sociaux, il faut expliquer aux populations, quand vous voyez quelque chose qui tombe sur les réseaux sociaux, il faut essayer de chercher à savoir en vous rabattant sur les canaux traditionnels. C'est ce que je voulais dire en fait. Donc, il y a une nécessité de former les masses. Maintenant, Ali, pour revenir à ce qu'André Sivekona a dit tout à l'heure, vous savez, vous pouvez être un riche homme d'affaires et vous avez un enfant qui est voleur. Hein. Ce n'est pas parce que le RHDP combat la xénophobie qu'un des enfants proches du RHDP ne peut pas avoir un discours qui est déplacé. Maintenant, c'est la réaction des populations. Pour une fois, j'ai vu comment toute la Côte d'Ivoire s'est dressée pour dire non, nous ne voulons pas de ça. Et même, il y a des Ivoiriens qui ont présenté des excuses aux Ivoiriens. Donc, aux Nigériens. Aux Nigériens. Donc, c'est ça la construction des valeurs, André Sivekona. Il faut construire une société des valeurs où, quand ce n'est pas bon, on se lève pour dire que ce n'est pas bon. C'est ça le système des valeurs qu'on doit construire. Maintenant, pour la suite, je pense que quelqu'un a parlé d'anticipation. Oui, mais ce genre de phénomène, c'est difficile d'anticiper quand, justement, il y a des irresponsables qui prennent la parole publique alors qu'ils ne sont pas légitimes à le faire. Très bien. Alafé Ouakile. Pour revenir à l'anticipation, je me demande s'il était possible, comme le souhaite Élysée, de dire 5-6 jours avant, attention, il y a une vidéo qui circule, c'est passé au Nigeria, pas au Niger, et ce n'est pas des Ivoiriens qui sont concernés. Pouvait-on prévoir que ce serait exploité à des fins de ce genre pour dire c'est des Ivoiriens, allons-y les défendre? Je me dis souvent, bon, on peut bien développer toutes les théories, mais ce n'était pas évident. Secondo, relativement à ce que Aristide a dit, oui, la différence entre ce qui s'est passé cette fois-ci et peut-être avant, c'est qu'avant, on aurait eu peut-être beaucoup de gens qui auraient dit, oui, ce qui a été fait à Bobo, c'est bien, parce que les gens n'aiment pas les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens sont maltraités. Je l'ai lu, je n'ai pas voulu le soumettre là à vos intelligences, mais je l'ai lu là dans les commentaires de nos internautes qui nous suivent. Il y en a qui ont le sentiment qu'effectivement les Ivoiriens ne sont pas aimés dans la sous-région. C'est une question qu'on doit aborder. C'est pas une raison. Vous avez aussi ce sentiment? Non. Mais c'est pas une raison. Je reviens à vous tout de suite. C'est pas une raison pertinente de se faire justice. Voilà. D'autant plus que relativement à la question du sentiment d'impunité ou bien il n'y aura rien, on peut plutôt penser, vous voyez justement ces réactions, que ce n'est pas un sentiment d'impunité, c'est un sentiment de bien faire. On ne nous aime pas à l'étranger, nous sommes dans notre pays, nous devons marquer notre territoire et puis montrer que c'est nous. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut éduquer les citoyens à cela. Il faut leur dire ça ne fonctionne pas comme ça. Tu le fais, même si tu as raison, tu t'es fait justice, tu iras devant la justice. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous constatez qu'il y a des exactions, il y a des abus, vous saisissez la justice. Vous ne prenez pas un bâton, un gourdin pour aller détruire les biens de votre voisin, pour aller attaquer la famille de votre voisin au motif qu'on a fait des exactions sur des Ivoiriens à l'étranger, au motif qu'on empêche un Ivoirien de conduire un taxi dans un pays. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et il faut le dire avec fermeté, sans faiblesse, parce qu'avant, justement, on pouvait avoir le sentiment que ce type de réaction qu'on peut comprendre, parce qu'il faut la justice partout, il faut que les règles soient valables pour tout le monde partout, d'autant plus qu'on parle d'intégration, mais à un certain moment, il y a des gens qui ont pu encourager cela, et aujourd'hui, la différence, c'est que ce n'est pas totalement encouragé, même si la réaction de l'État n'est pas anticipatrice, elle vient après. C'est déjà ça, mais il est même difficile, comme on l'a dit, de présager que une vidéo qui circule sur des événements qui se sont passés ailleurs, on a vu beaucoup de vidéos de ce genre où des forces de sécurité de plusieurs autres pays ont commis des exactions sur des femmes, sur ceci ou cela. On pouvait dire c'est la même chose. Il y a eu beaucoup de vidéos de ce genre qui ont circulé souvent, mais ça n'a pas donné lieu à ce type de manifestants en Côte d'Ivoire. Élysée? D'accord, ok. Moi, je voudrais réagir suite à ce que j'ai entendu, notamment parlant de la question d'anticipation et tout ça. On pourrait évoquer tous les arguments qu'il faut. C'est pas possible d'anticiper, c'est possible et tout ça. Vous savez, comme le dit l'adage, quand tu as été mordu par le serpent, tu te méfies du ver de terre. La question des fake news, c'est pas inédit en Côte d'Ivoire. C'est pas le premier exemple qui est là. Vous vous rappelez de l'épisode d'Arafat, obsèque d'Arafat. Vous savez combien de fois les fake news ont provoqué ce qu'on a vu par la suite. Quand on a été déjà face à une telle situation, je pense pour moi, pour un État, on peut anticiper sur le reste. Ceux qui ont agi... Comment on anticipe? J'explique.
Quand on ne s'imagine pas qu'une telle vidéo va avoir un tel impact, allez-y. Quand vous dites quand on imagine que cette vidéo ne peut pas avoir autant de réactions, mais vous n'allez pas me dire que cette vidéo, je vais être franc avec vous, a été vue le mercredi par tous ceux qui sont sortis là et le même mercredi, ils ont agi. C'est pas possible. Mais comment ils anticipent? Mais j'explique, je viens. Vous pensez peut-être à faire de la veille, beaucoup plus poussée. Mais il y a de la veille. Et puis, au-delà de la veille, il y a des services étatiques qui existent. Je le dis et je le répète. Une question rapidement. Par exemple, moi, je suis noir, je suis africain. On a vu Black Lives Matter aux États-Unis. Je fais quoi? Des policiers blancs attaquent, agressent un noir. On s'en prend à tous les Américains ici. On n'a pas besoin d'être ivoirien pour le faire. C'est un noir, c'est un nègre. On l'a massacré. Est-ce que je réagis? Quelle anticipation on peut faire si je décide de jouer les fous, de venger tous les noirs ainsi victimes? On fait quoi, Élisée? Non, c'est pas la même chose. Non, si. Non, c'est pas... Moi, je suis curieux de savoir comment est-ce que... Ouais, justement, bon, on va le laisser s'exprimer. Il va nous dire comment on peut y arriver. Allez-y, Élisée. Comme je l'ai dit, cette vidéo, ils disent, bon, certains l'ont vu mercredi, d'autres l'ont vu jeudi, après, tout ça. Moi, je l'ai dit, je l'ai vu avant. Quelques temps avant. Et si je l'ai vu avant, c'est parce que c'était partagé. Il y a d'autres personnes qui l'ont vu même avant moi, en fait. Et j'ai eu quelques retours, j'ai vu même sur les réseaux sociaux des partages et tout ça, de cette vidéo. Cette vidéo, effectivement, est dans le commentaire. Il y a même un audio qui, comme je le disais à certaines personnes qui accompagnaient, c'est un audio à Malinké, qui expliquait même la vidéo, qui appelait même à la révolte et autres, en plus de ce que Succès a fait et tout ça. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? J'arrive à la question. Laissez Élisée aller au bout de son... De vous à moi, les services de l'État, par exemple, la DT, la PLCC, à quoi ça sert? Logiquement. Ça sert dans un premier temps, oui, lutter contre la cybercriminalité, mais prévenir effectivement quand il y a des situations de ce genre. On voit des vidéos qui sont en train de passer qui peuvent être des vidéos révoltantes, qui peuvent être des vidéos qui incitent à la haine. Mais je pense que dès cet instant-là, on peut déjà tracer et puis anticiper en faisant déjà un communiqué, fact-checker. C'est pas vrai, la vidéo n'est pas vraie, elle n'existe pas. Ce qui est en train de dire n'est pas vrai. Et puis on informe la population. La preuve, quand on a commencé à réagir, tout le monde s'est mis, les fact-checking qui ont été faits là, en moins d'une heure, on a eu plus de 10 liens du fact-checking qui ont tout de suite sorti. Je suis curieux Je suis curieux de savoir ce que vous avez fait exactement. Quand vous avez vu la vidéo la première fois, tu as pensé à ce que ça allait exploser comme ça? Non, moi quand j'ai vu la vidéo la toute première fois, la personne qui m'a partagé, le groupe dans lequel j'ai vu la vidéo, quand moi j'ai vu la vidéo, j'ai dit c'est pas vrai, que c'est une fausse information. Est-ce que vous avez pensé que ça allait exploser? Je suis en train d'expliquer. Je n'ai pas pensé que ça allait exploser, mais j'explique. Voilà. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai tout de suite dit que c'est pas vrai. Parce que moi, j'appartiens à un organisme où on fait le fact-checking. Donc quand on a ce genre de vidéos, et c'est ce que je fais depuis un certain moment, quand on a ce genre d'informations, que ce soit des vidéos, que ce soit des tests et tout ça, le premier réflexe que j'ai, c'est de fact-checker. Il y a des éléments qui étaient sur la vidéo qui me prouvaient déjà que c'était pas là. Élisée, si vous permettez, vous dites. Alors, on va laisser Élisée terminer. Moi, je suis journaliste. Moi, j'ai mon rôle, j'ai ma responsabilité. L'État s'est donné des moyens de combattre ce genre de phénomène. On n'est pas la même chose. On n'est pas logé à la même enseigne. La même réaction que moi je dois avoir. C'est comme si tu me dis, par exemple, moi je vois quelqu'un qui est en train d'agresser quelqu'un dans le truc, qui a des armes et tout ça. Quelle réaction que moi j'ai? Mais je sais qu'il y a l'armée qui est pour peut-être vous aider à mieux comprendre la posture d'Élisée, c'est de dire beaucoup de moyens ont été investis, notamment au niveau de la PLCC, au niveau de la DITT. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, quand une telle vidéo avec des relents xénophobes et tout le reste circule, on ne peut pas anticiper pour arrêter la saignée? Arthur. J'explique. Tous les spécialistes en renseignement ou anticipation veulent dire une chose. La première chose, c'est l'information, le renseignement. Ça peut être ouvert, c'est-à-dire je peux prendre quelque chose dans la presse, ça peut être une source, ça peut être comme vous l'avez. La première phase, c'est ce que Élisée a fait, checker, ok. Ensuite, la deuxième phase, c'est analyser. Dans l'analyse, il y a une hiérarchisation. C'est pour ça que je lui ai posé la question, vous-même, journaliste, c'est-à-dire connaisseur de l'environnement social ivoirien, est-ce que vous, journaliste, parce que quand on dit les renseignements, les analyses, on les prend de tout, hein. La PSCC, tous les services de renseignement au monde s'appuient sur des gens qui connaissent. Donc quand je demande à vous, journaliste, est-ce que vous avez eu le sentiment que ça a explosé? Et vous me dites non. Donc comprenez que les premières analyses qui tombent, si jamais ils checkent ça, ils ne sont pas tout de suite sur quelque chose qui va exploser. Parce que si on doit penser toutes les fake news qui circulent, je finis, nos services de renseignement ne travaillent plus. Ouais. Ils sont là-dessus. Donc quand on check une information comme ça, et vous le dites, ça fait 6 jours, c'est à circuler pendant 6 jours, au contraire, quand je le mets, même si le premier jour, je l'ai mis en alerte rouge, à partir du deuxième, troisième jour, elle baisse orange, verte.
Donc même si je faisais de l'anticipation, je baisse le degré d'anticipation, de mon plan d'anticipation sur une telle vidéo. Très bien. Après, je finis rapidement. C'est pour dire qu'il y a des choix à faire quand on a quelque chose, parce que tout le monde est mobilisé sur plusieurs choses à la fois. Voilà. Donc, cette vidéo, apparemment, moi je l'ai même vue après, elle n'était pas, à mon sens, hein, je peux me tromper, tout de suite, il ne va pas te dire, oui, ça va exploser à partir de là. En revanche, c'est ce qu'on dit, quand en amont, le renseignement ne fonctionne pas, il faut qu'en aval, les forces de réaction réagissent. C'est comme si un attentat terroriste. Quand on n'arrive pas à l'anticiper, qu'il se produit, il faut avoir la capacité de réaction. C'est là qu'on veut une armée. Et la capacité de réaction, je l'ai dit, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a réagi. Très bien. Et on a même interpellé des gens. On a même tracé ceux qui avaient partagé la vidéo, qui avaient incité à la haine. Très bien. On ne peut pas tout faire, mais je pense que sur cette situation, on a... Deuxième chose que je voulais dire. En 30 secondes. En 30 secondes, attention. Ne dites pas qu'aujourd'hui, il y a eu de la réaction. Ne regardez jamais ceux qui viennent dire non, c'est pas bon, non, soutien. Regardez, justement, il y a combien qui le disent, il y a combien qui pensent réellement jusqu'à aujourd'hui que les Ivoiriens ont bien fait. C'est grave. Si on regarde le nombre de personnes qui pensent comme ça, on va avoir peur. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont convaincus que c'est ce qu'il fallait faire. Et ces gens-là, il faut les délivrer par l'éducation, par ce que tu dis. Il ne faut pas penser qu'aujourd'hui, on a une situation par rapport aux étrangers ou par rapport à la réaction des étrangers qui est forcément plus belle que par le passé. On vient de le voir d'ailleurs. Et quand André ressort sa carte, c'est quand même pour dire, attention, il y a encore des problèmes sur certaines questions qu'on pensait passer, mais qui existent encore. Très bien. Alors, il faut dire à toutes ces personnes, vous l'avez dit, qu'on doit éduquer, que nul n'a le droit de se faire justice soi-même. Clairement. Alors, avant de passer à un autre sujet, messieurs, tout à l'heure, il y a quelque chose qui a été dit, qui est beaucoup relayé par nos internautes qui nous suivent en ce moment. Pourquoi les Ivoiriens ont-ils le sentiment qu'ils ne sont pas aimés dans la sous-région? Très rapidement. Oui, alors, moi, c'est un panafricaniste qui explique donc un peu ce qui est arrivé, qui dit, écoutez, tout cela a un rapport avec la migration. La migration, et je reviens encore à ma cartographie des violences. Prenez Daloa. Daloa, c'est le quartier général à partir duquel, justement, s'organise toute cette mafia de la migration. Donc, quand on vous dit qu'il y a des violences qui ont éclaté à Daloa, cela peut expliquer, justement, des ressentiments que les gens avaient quant à des violences ou à des tracasseries qu'ils ont subies dans le désert, peut-être nigérien ou ailleurs. Dernièrement, il y a eu un très beau test, je peux le citer, de Dr Latis Mohamed, qui disait à sa communauté, commençons à respecter un peu les lois de la Côte d'Ivoire. Un très beau test, mais vraiment très sage. Voyez-vous, je pense que il y a d'un côté l'éducation aux médias, c'est très important. L'éducation aux médias ne doit même pas se limiter à ce que nous disons là. Ça doit être inscrit dans le programme scolaire. Moi j'ai été invité en tant que conférencier au lycée français pour aller faire des conférences d'éducation aux médias où j'enseignais juste aux élèves qui étaient en seconde, première et autres, le b.a.-ba, la question des 5 W quand tu es en face d'une situation. Où est-ce que cela s'est passé? Where? When? Quand? What? Voilà, vraiment. Et les enfants là-bas, puisque c'est inscrit dans le programme scolaire, devant une situation, cherchent déjà à savoir cette éducation, cette culture. Éducation aux médias, cela doit être inscrit dans le programme scolaire. Première chose. La deuxième chose, c'est quand même la diplomatie. On n'en parle pas souvent. Justement, quand on arrive justement à ce que des gens reprochent certaines choses ailleurs, ils estiment qu'il n'y a pas de parallélisme des formes. Tout à l'heure, tu as parlé d'intégration. La diplomatie ivoirienne doit vraiment être assez forte, assez puissante pour amener justement d'autres pays frères à appliquer des mécanismes de parallélisme des formes. Très bien. Le docteur Guy Pié. Oui, en fait, je partage à peu près le même point de vue. Alors, ce qu'il faut faire, c'est ne surtout pas sous-estimer les réseaux sociaux. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux, nous y vivons quasiment. Moi, je parle de carrément... C'est le miroir de notre société aujourd'hui. Tout à fait, c'est un baromètre efficace. Vous avez plus de 15 millions d'Ivoiriens c'est des statistiques en plus de 2018, qui sont consommateurs de données mobiles. Plus de 3 à 4
millions, mais le chiffre est en constante progression d'Ivoiriens qui sont sur Facebook. Aujourd'hui, Facebook n'est plus un outil, si vous voulez, ludique de personnes de la classe moyenne, etc. Même quand vous êtes dans un village, etc., vous êtes connecté sur Facebook. C'est d'où la question, n'est-ce pas, de la réactivité. Voilà. On a vu au départ avec, excusez-moi de retourner dans le temps, avec Donald Trump, qui avait ce qu'on a appelé plus tard la tweetodiplomatie. C'est-à-dire qu'on s'étonnait de voir que Donald Trump passait des messages sérieux par le biais d'un réseau social. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? En lieu et place comment dirais-je, de délégitimer son discours, tout le monde a commencé à l'imiter. Du coup, vous gagnez en matière de réactivité. Avant, lorsque nous étions enfants, par quel canal prenons l'information? Par le biais du journal de la radio-télévision. Voilà. On avait quoi? 2 journaux ou 3 journaux la plupart du temps. Il fallait attendre tout ce temps-là pour pouvoir être informé. Aujourd'hui, vous êtes informé ou désinformé en un laps de temps. Cette vidéo, elle peut faire du tort ailleurs. Parce que vous mettez, si vous voulez, la légende que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous postez ce que vous voulez, et puis vous avez un effet boule de neige. Donc pour moi, c'est vrai que la question de l'éducation aux réseaux sociaux est importante. Il ne faut pas minorer. Tout le monde doit être sur les réseaux sociaux. Qu'on doit attendre que le ministre de l'Intérieur passe à 20h pour faire une déclaration ou à 13h, c'est déjà un peu trop tard. Avec une page Facebook, rapidement, on peut régler les choses ainsi. Donc, c'est tout le monde qui doit investir les réseaux sociaux. C'est pas seulement un outil ludique, c'est un outil aussi d'information, et j'insiste là-dessus. Très bien. Alors, je reviendrai à vous. Je vois qu'il y a beaucoup qui veulent réagir. Ce sera juste après cette petite pause. Plateau de NCI 360, dans la première partie de cette émission, si vous nous avez suivis ou si vous venez de nous prendre en marche, nous parlions justement des fake news qui ont occasionné un désastre à Bobo cette semaine, des violences qui ont été perpétrées contre des membres de la communauté nigériane. On en parle depuis le début de cette émission. Alafé Wakili, vous vouliez réagir avant la pause? Oui, pour moi, ce sentiment que les Ivoiriens sont mal aimés dans la sous-région, on peut peut-être trouver d'autres opportunités pour faire le débat là-dessus, mais la question ne concerne même pas le fait qu'ils soient mal aimés dans la sous-région. Les gens ont souvent le sentiment que même dans leur propre pays, les Ivoiriens sont brimés et mal aimés à cause des non-Ivoiriens. C'est cela. Voilà, je pense que c'est un sentiment qui peut exister, qui existe, mais il n'y a pas lieu de le généraliser. Il peut arriver que dans certains pays, tout comme même en Côte d'Ivoire, il y ait des situations de frustration et d'injustice entre nationaux et puis non nationaux. Ça peut aussi arriver dans la sous-région, ça arrive dans tous les pays. Mais c'est l'occasion pour moi de revenir sur ce que le Dr Arthur Banga avait dit. Est-ce que c'est dans tous les pays de la CEDEAO et dans tous les aéroports qu'il n'y a pas de couloir CEDEAO? Il me semble que si. Dans certains pays, il y a des couloirs pour citoyens CEDEAO. Dans certains pays, à certaines frontières et dans certains aéroports. Il faut qu'on fasse un fact-checking de ça. Je ne sais pas. Tous les 16 pays... J'ai fait la bagarre à Cotonou. Tous les 16 pays... À Dakar, à Abidjan pour ça. Au moins oui, mais combien de pays? On a 15-16. Il faut voir. Il y en a où ça existe. Très bien. Alors ici, rapidement. Oui, très rapidement. Je voulais dire que le sentiment de ne pas être aimé à l'extérieur... Moi, j'ai vécu au Niger. Quand je suis parti du Cameroun, le pays où j'ai étudié quelques années, c'est au Niger. Et il y a bien longtemps. Et eux aussi, ils avaient déjà ce sentiment qu'à l'extérieur, on ne les aime pas. Donc, il faut comprendre que le Niger, par exemple, c'est un pays qui est traversé pour aller, tous ceux qui traversent pour aller en Algérie et tout ça. Et lorsqu'il y a excusez-moi d'utiliser le terme, lorsqu'il y a des voyous dans le désert et qui briment, par exemple, ceux qui passent, mais ce sont des voyous. C'est pas qu'ils n'aiment pas forcément, c'est parce qu'ils cherchent un appât de gain. Donc, le sentiment ne doit pas exister. Et surtout que la Côte d'Ivoire est une terre d'intégration, je l'ai dit. Et c'est ici que beaucoup de jeunes Africains sont venus pour se réaliser. Donc, et souvent, l'Ivoirien a le sentiment d'ingratitude, c'est qui est légitime. Mais il ne faut pas que dans la grande majorité, que les gens pensent qu'à l'extérieur, on n'aime pas les Ivoiriens. Au contraire, c'est un pays qui est admiré, c'est un grand peuple, parce que vous êtes à la pointe du développement et donc vous êtes admiré, vous n'êtes pas détesté du tout. Donc il faut que les Ivoiriens sachent qu'ils sont un grand peuple. Je complète rapidement sur ce sentiment parce que même en France, vous avez ce qu'on appelle les sentiments anti-français. Et ce ne sont même pas des masses, tu le dis, ce sont des élites intellectuelles, des politiques
qui disent, écoutez, il y a ce sentiment anti-français, voilà. Comment il s'appelle le gars? C'est vraiment un truc un peu... D'accord, très bien. Élisée? Éditorialiste, là. Ok, d'accord. Moi, sur la question de ne pas se sentir aimé dans la sous-région et autres, tout ça, je pense que pour on a besoin de faire la langue de bois. C'est un sentiment que les Ivoiriens ont, certainement parce qu'ils ont... Des Ivoiriens. Que des Ivoiriens ont, pas les Ivoiriens dans leur... Donc il faut Ivoiriens. anticiper. C'est un sentiment que les Ivoiriens ont, certainement parce que c'est au regard d'une expérience que les uns et les autres ont vécue. Mais généralement, je pense que ça repose sur le fait que quand on veut aller un peu dans l'histoire économique et autres, il y a un peu ce sentiment de frustration qui anime un peu certains États autour de nous qui estiment qu'on a un peu de tout. Et ils ne trouvent pas juste qu'au regard de tout ce qu'on peut avoir et autres, tout ça, on soit en train de reconquérir encore d'autres territoires. C'est des sentiments que les uns et les autres ont. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Territoire, enfin. Territoire, ouais, pardon. Donc, c'est Enfin. Territoire. On s'est compris. D'accord. Voilà, donc, je me dis que c'est des sentiments que les uns et les autres peuvent ressentir. Mais bon, on ne doit pas pouvoir généraliser pour dire que les Ivoiriens ne sont vraiment pas aimés à D'accord. l'extérieur. Alors, très rapidement, pour le débat qu'a suscité à la fait Wakili, il y a un de nos internautes qui dit qu'en Guinée, il y a un couloir CEDEAO. D'accord, ok. Ça reste à vérifier tout de même. Je n'ai pas encore fait l'aéroport de D'accord, Guinée. très bien. Allez-y. Ces 6 derniers que j'ai fait, il y avait toujours notre... Bon, pour revenir à Folie, par exemple, Sylvie Brédelou, qui analyse l'immigration en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien était toujours le patron dans la perception, parce que ceux qui venaient ici faisaient une immigration économique. Et cette vision du patron, il l'exportait lui-même. Quand un Ivoirien partait en mission d'un pays de la CEDEAO, c'était quelqu'un qui venait en patron. Et du coup, quelquefois, c'était mal vu, mal perçu. Deuxième chose, il y a une mauvaise compréhension des textes, je pense, de la CEDEAO. Beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas que dans tout ce qui est fait dans la CEDEAO, il y a la réciprocité de fait. Et on a eu des fables disant qu'un Ivoirien ne peut pas commercer au Nigeria, il ne peut pas faire... Non, dans les textes, vous avez tous les droits. Et ça, ce n'est pas suffisamment expliqué. Et c'est là que je reviens sur la CEDEAO. La CEDEAO ne fait pas Attention, assez... dans les tests, Dans les puis la textes, réalité... Non, mais moi, c'est j'ai ce que fait je les dis. Ghana... C'est ce que je dis. Le texte le permet. Après, c'est à toi de trouver les moyens de faire appliquer le texte. Et c'est là que mon reproche vient à la CEDEAO. On veut faire une CEDEAO des peuples. Mais comment? On ne le voit pas. Et c'est normal, mais le même sentiment, vous l'aurez quelquefois partout où vous êtes parti. Donc, dans l'histoire, la forte immigration économique a donné un regard de privilégié aux Ivoiriens, qui eux-mêmes, quand ils sortaient à l'époque, on ne sortait pas beaucoup, se montraient en privilégiés. Donc, évidemment, ça pouvait choquer. Et deuxième chose, la réciprocité dans les textes de CEDEAO n'est soit pas comprise, soit pas appliquée. Et c'est là que la CEDEAO et nos États, notamment notre ministère de l'intégration africaine, doivent faire comprendre aux Ivoiriens, accompagner nos PME, accompagner nos start-up vers les marchés de la CEDEAO, puisqu'on en a le droit. Donc, pour que les Ivoiriens comprennent que c'est fait, cette intégration n'est pas faite à leur désavantage. Bien sûr. Alors, comme le dit André Silver-Conan, entre les textes et la pratique, il y a forcément un fossé. On aura l'occasion de faire le débat.